sac de misère, lourd de coups, vide d'argent. Voyez mon sac de misère, lourd de coups, vide d'argent. Allez dire au capitaine, j'ai obéi trop souvent. Allez dire au capitaine, guerre Bonjour mamie qui m'est chère, revoir. Dans l'histoire militaire, certains hommes se distinguent par leur bravoure et leur détermination. Les fusiliers marins dans les Flandres en ce début de Première Guerre mondiale en sont un exemple, comme l'histoire militaire française sait en produire. Le décret impérial du 5 juin 1856 qui institue la spécialité de fusilier marin, dont la formation est assurée dans un bataillon organisé à Lorient, est formé d'une grande majorité de Bretons, commandés par des officiers de marine. Ces hommes participeront notamment aux expéditions et débarquements en Chine, en Cochinchine, au Tonkin, à Madagascar, mais à la veille de la Première Guerre, il n'a plus vraiment d'importance. Lorsque la guerre est déclarée en août 1914, la marine française dispose de ses fusiliers marins inemployés à bord de ses bâtiments, car les principaux combats sont terrestres. Le commandement de la brigade est confié à Pierre-Alexis Ronarc'h, qui vient d'être nommé contre-amiral. La première mission confiée est la défense de la capitale et de sa banlieue, au profit de la police. Rien de bien exaltant. La brigade est constituée d'un état-major, de 2 régiments et d'une compagnie de mitrailleuses. Son organisation est calquée sur celle des régiments d'infanterie de 1914, à l'exception des sections de mitrailleuses qui sont indépendantes des régiments. Dans les effectifs, on remarque 700 apprentis fusiliers marins très jeunes, ayant à peine 16 ans, et des réservistes du dépôt de Lorient, anciens chauffeurs ou mécaniciens de la flotte. L'extrême jeunesse des apprentis surprend les Parisiens, qui leur donnent le surnom de demoiselles de la marine, ou encore de demoiselles aux pompons rouges, du fait de leur jeune âge. Afin de compléter les effectifs, des renforts arrivant des autres ports, Rochefort, Brest, Cherbourg et Toulon, arrivent. Ces renforts comprennent des marins au long cours, des pêcheurs ou caboteurs sans aucune expérience de combat, qui vont se muer rapidement en soldats de l'armée de terre en remplaçant la vareuse par la capote. La brigade est maintenant forte de plus de 6000 hommes organisés en 2 régiments, le premier et le 2e régiment de fusiliers marins. En octobre 1914, les Allemands, en surnombre, menacent d'anéantir les défenses belges. La brigade reçoit la mission de quitter Paris pour aller en renfort à l'armée belge. Cette mission est également donnée à la 87e division d'infanterie territoriale. Il s'agit d'aider l'armée belge à se replier vers la France et de protéger le port stratégique de Dunkerque. La brigade est transportée en train dans les Flandres, puis elle se dirige vers Anvers où se trouve assiégée l'armée belge. À Gand, la brigade s'arrête, la voie étant coupée. Les fusiliers marins se battent à Melle les 9, 10 et 11 octobre pour protéger la retraite des troupes belges ayant évacué Anvers. Ensuite, ils vont décrocher vers Dixmude, dans les Flandres, qu'ils atteignent le 15 octobre après une marche épuisante. Poursuivis par environ 50 000 Allemands, ces hommes, habitués à vivre nu-pieds, sur le pont de leur bateau, marchent entre 30 et 40 km. Le lendemain, le 16 octobre, la ligne de défense des marins est à peine établie que les Allemands déclenchent à 16 h leur première attaque par artillerie et infanterie.
Les combats pour la possession de Dixmude viennent de commencer, opposant 6000 marins de la brigade commandée par l'amiral Ronarc'h et 5000 Belges commandés par le colonel Meiser à 3 corps de réserve de l'armée allemande sous les ordres du prince de Wurtemberg, environ 40 000 hommes équipés de moyens d'artillerie. Les états-majors français et belges se rencontrent et compte tenu de l'évolution de la situation, pensent qu'il est désormais possible d'arrêter l'invasion allemande le long de la côte. Le général Foch raconte ainsi sa stratégie. Dans les circonstances où nous sommes, la tactique que vous avez à pratiquer ne comporte pas d'idée de manœuvre, mais simplement et au plus haut point, l'idée de résister là où vous êtes. Dans ce but, il y a lieu de préparer sans aucune réserve la mise en œuvre dans une situation abritée et de bonnes conditions de tous vos moyens. Quant à la conduite à tenir, elle consiste pour vous à arrêter net l'ennemi. Suivant l'ordre du général, l'amiral Ronarc'h retransmet l'ordre suivant à ses marins. Le rôle que vous avez à remplir est de sauver notre aile gauche jusqu'à l'arrivée des renforts. Sacrifiez-vous. Tenez au moins 4 jours. Le 24 octobre à 21h, le prince de Wurtemberg lance une attaque générale avec comme objectif de percer le front en direction de Furnes. 2 colonnes vont assaillir le front Nieuport-Dixmude, tenu par les Belges, et 2 autres colonnes vont converger leurs efforts sur Dixmude, après une formidable préparation d'artillerie qu'on imagine terrifiante. Pourtant, ces fusiliers marins tiennent. Dans les caves, ces derniers sont enfermés. Mais ils ont l'avantage de connaître les cales de bateaux sombres et humides. Le 26 octobre, les marins sont renforcés par un régiment de marche de tirailleurs sénégalais aux ordres du lieutenant-colonel Pelletier. Le 28 octobre, à la suite d'une décision prise le 25, les Belges ouvrent les vannes et inondent la rive gauche de l'Isère entre ce fleuve et la chaussée de chemin de fer, faisant de Dixmude une presqu'île artificielle. Ces inondations, décidées par Albert Ier de Belgique, sur proposition de l'état-major de l'armée belge, sauvèrent la situation sur l'Isère. Les fusiliers marins surprennent les Allemands, changeant constamment de position. De plus, excellents nageurs, ils attaquent à la nage et pour se donner du courage, ils chantent en breton. Le 10 novembre, les défenseurs de Dixmude sont contraints, après d'âpres combats qui se terminent en corps à corps à la baïonnette et au couteau, d'abandonner la ville en feu et de repasser sur la rive gauche de l'Isère. Ils s'étaient engagés à tenir la ville pendant 4 jours, mais ils ont tenu presque 4 semaines face à environ 50 000 Allemands qui ont laissé 10 000 morts et plus de 4 000 blessés. Le 15 novembre, l'offensive allemande est définitivement stoppée. Le sacrifice de la brigade a eu un grand retentissement en France. Fin janvier 1915, la brigade s'installe dans le secteur de Nieuport. Les pertes des défenseurs sont effroyables. Les fusiliers marins ont plus de 3000 hommes morts ou hors de combat. 23 officiers, 37 officiers mariniers, 450 quartiers-maîtres et matelots ont été tués. 52 officiers, 108 officiers mariniers, 1774 quartiers-maîtres et matelots sont blessés. 698 ont été faits prisonniers ou sont portés disparus. Du côté des tirailleurs sénégalais, il reste 400 hommes au bataillon Frère Jean. Au bataillon Brochot, il reste 411 survivants sur 2000 hommes. Le 15 novembre, l'offensive allemande est définitivement stoppée. Le 11 janvier 1915,
le président de la République, Raymond Poincaré, remet à la brigade de l'amiral Renarcq son drapeau. Ce drapeau constitue aujourd'hui l'emblème devant lequel chaque fusilier marin entre dans la spécialité lors du baptême de son cours à l'école des fusiliers marins. La bataille de Dixmude a été choisie pour incarner la journée du fusilier marin, car elle illustre l'esprit et les valeurs qui animent cette spécialité et lui permettent d'obtenir ses victoires. Qualité individuelle, mais surtout force morale, bravoure et esprit d'équipage. De janvier à mai 1915, les fronts dans les Flandres vont progressivement se stabiliser jusqu'à l'offensive alliée de juillet 1917. Il est décidé que le drapeau des fusiliers marins restera au front des armées avec un bataillon, une compagnie de pontonniers et 8 sections de mitrailleuses. Le rôle des 2 régiments est clos le 10 décembre 1915. Pendant les 16 mois au front, la brigade de fusiliers marins a perdu en tués, blessés ou disparus 172 officiers, 346 officiers mariniers et environ 6000 quartiers-maîtres et marins, soit l'équivalent de son effectif initial majoritairement composé de Bretons. La mascotte du régiment est un âne recueilli en Flandre, un tout petit âne à la robe cendrée, à la mine placide et l'air goguenard. Il transporte les blessés lors de la bataille de Dixmude, se couchant sur les chemins et sous les arbres en cas de danger. Il est baptisé donc Dixmude par la brigade et est décoré de la Légion d'honneur et de la Croix de guerre. Lorsque l'unité dissoute rentre à Lorient, il défile à l'arrière-garde du détachement. Il finira même ses jours choyé au 3e dépôt des équipages de la flotte et y sera enterré. L'un de ses fers et ses décorations sont conservés au musée de la Contemporaine. De l'Orient à grande terre, vent arrière, vent avant. De l'Orient à grande terre, vent arrière, vent avant. Les fleurs d'hiver étaient belles, elles annonçaient le printemps. Les fleurs d'hiver étaient belles, guerre, guerre,